Bonsoir, bienvenue au Mardi des Bernardins. Merci d'être venu suivre cette conférence débat qui porte ce soir sur l'avenir du Caucase. La région, certains parlent de chaudron, est revenue à la une récemment, vous le savez. La guerre en Géorgie a éclaté le 7 août, 6 jours d'un conflit éclair, au terme duquel Moscou a maté les forces géorgiennes et a reconnu l'indépendance des deux régions séparatistes d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie. Alors l'Union européenne, Washington et l'OTAN ont réagi. L'Union européenne a notamment envoyé des observateurs sur place. Mais les relations sont très tendues maintenant avec Moscou et c'est tout l'équilibre régional, certains disent même international, qui est remis en cause. Il faut dire que la Géorgie est en quelque sorte un condensé des questions qui agitent le Caucase et ces événements viennent donc nous rappeler l'importance de cette zone, à quel point elle est névralgique et stratégique pour les grandes puissances. Aujourd'hui, les observateurs évoquent donc le fameux retour au grand jeu géostratégique. On entend des expressions qu'on pensait oublier, comme guerre froide, comme glacis ou comme dépendance énergétique occidentale. Alors, c'est difficile de s'y retrouver dans cette mosaïque de peuples, de religions, d'intérêts économiques, d'alliances politiques parfois opaques, et qui caractérise donc cette zone montagneuse, cette chaîne de montagnes entre l'Europe et l'Asie. Et donc, pour répondre à la question de ce soir, quel avenir pour le Caucase, je vous présente nos trois invités. Charles Urgevitz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'INALCO, historien, spécialiste de la Russie et du Caucase. Gwenaëlle Lenoir, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter de France 3 et vous revenez tout juste de Géorgie. Et enfin, Sylvia Serrano, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférences en sciences politiques à l'Université d'Auvergne et spécialiste de la région. Je me tourne vers Charles Urgevitz tout de suite, peut-être vers l'historien, pour une présentation de la zone et du contexte dans lequel s'est articulée la crise. Oui, le contexte dans lequel s'est articulée cette crise est un contexte à la fois contemporain, vous l'avez noté, contexte de contradiction Est-Ouest, plus particulièrement, je dirais plus particulièrement entre les États-Unis et la Russie, mais peut-être et surtout est-ce la suite d'une histoire longue qui a vu la Russie d'abord, l'Union soviétique ensuite, s'installer dans la région, la modeler, l'organiser, et transformer ces territoires au point d'en faire des entités plus ou moins étatiques, trois républiques soviétiques que chacun connaît à l'esprit, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie, et au sein de deux de ces républiques, des républiques autonomes. Des républiques autonomes dont certaines étaient pour le moins bizarre, le Nakhitchevan, République autonome de l'Azerbaïdjan, séparée de l'Azerbaïdjan par l'Arménie. Le Karabakh, région autonome dans laquelle vit une majorité d'Arméniens au sein de l'Azerbaïdjan, séparée de l'Arménie par une bande de terre d'une vingtaine de kilomètres. Et puis, bien entendu, la Géorgie, qui nous intéresse plus particulièrement ce soir, qui s'est retrouvée entre 1921 et 1923 dotée de plusieurs entités territoriales. Tout d'abord, l'Abkhazie, qui devient une république non pas autonome, une république au statut un peu indéterminé, au sein de la Géorgie, établissant des rapports un peu particuliers avec Tbilissi. L'Adjarie, entité elle aussi très particulière, puisqu'il s'agit d'une terre géorgienne, dont une partie non négligeable de la population est musulmane, et qui est dotée d'un statut de république autonome. L'Abkhazie, que j'ai cité, et l'Ossétie du Sud. L'Ossétie du Sud va devenir une région autonome au sein de la Géorgie. Les Géorgiens ont accepté, y compris les bolcheviks, ces changements territoriaux sans grand enthousiasme, mais on leur a expliqué que c'était indispensable, et l'Abkhazie, au cours d'une petite dizaine d'années, va jouir d'une autonomie relativement importante au sein de la Géorgie.
À la fin des années 20, Moscou décide de sacrifier l'Abkhazie. On décide de sacrifier l'Abkhazie pour donner des gages, tout simplement, aux Géorgiens, leur signifier que maintenant que toute résistance a été écrasée, on peut leur assurer une certaine souveraineté sur des territoires qui leur échappaient en partie. Le fait que Beria était magrélien et assez hostile aux Aprazes a peut-être joué un rôle, mais je pense que c'est beaucoup plus subtil que cela. Moscou joue avec les territoires, Moscou joue avec les souverainetés tout au long de cette période. C'est classique, ce n'est pas spécifique à la Russie. Je crois qu'il faut se souvenir que tout empire fonctionne de la sorte. À partir de cette période, je dirais que et les Ossètes et les Aprazes auront le sentiment, un sentiment déjà partagé depuis, je dirais, l'indépendance de la Géorgie. En 1918, les Géorgiens deviennent indépendants, proclament leur indépendance. Ils vont tenter, bien entendu, d'étendre leur souveraineté sur tout le territoire, ce qui est naturel. Les bolcheviks vont jouer des peurs des Ossètes du Sud et des Aprazes, leur promettant une large autonomie. La République de Géorgie va tenter de se défendre comme elle le peut, elle a peu de moyens, elle le fera avec une certaine brutalité, mais on est à une époque où la brutalité est de mise, on sort de la Première Guerre mondiale et de la guerre civile en Russie. Les Géorgiens face aux Ossètes et aux Aprazes apparaissent dorénavant de plus en plus comme les maîtres intolérants de territoires, comment vous dire, qu'ils contrôleraient indûment. Ceci est particulièrement valable en Abkhazie. L'Abkhazie qui est confrontée à toute une série de problèmes de population, de migration, l'Abkhazie où les Géorgiens sont plus nombreux que les Aprazes, imaginez l'imbroglio. Pour ce qui est de l'Ossétie, la situation est beaucoup plus complexe. Il y a eu d'ailleurs extrêmement violent en 1919, 1920, 1921, 1919 et 20 plutôt, excusez-moi. Ceci étant dit, il y a malgré tout une forte tradition de cohabitation et bien au-delà entre Ossètes et Géorgiens. Beaucoup de familles mixtes, par exemple, ce qui est un signe très fort. Ceci étant dit, le fonctionnement du pouvoir soviétique est tel qu'il va, tout au long de ces années soviétiques, jouer sur les contradictions, sur les différences, et souvent conduire à ce paradoxe que Ossètes et Aprazes finissent par penser que tout le mal qui pourrait leur être fait viendrait non pas du système, mais des Géorgiens, qui sont l'interface entre leur territoire et le système. Au cours des années post-staliniennes, la situation s'améliore, certes, mais les contradictions restent. Et Moscou continue à jouer, en particulier en Abkhazie, des velléités de séparation que manifestent les Aprazes. Les Géorgiens sont très inquiets. Les Géorgiens n'ont pas les moyens de répondre avec une grande intelligence au cours des années 70, 78 en particulier. Et lorsque la perestroïka arrive, dans la seconde moitié des années 80, on entre dans une période de turbulence. On entre dans une période de turbulence qui voit tout d'abord les Aprazes, mais aussi les Ossètes, réclamer une plus large autonomie et pour ce qui est des Aprazes, des formes de séparation de la Géorgie. Les Géorgiens, au cours de cette période, n'ont pas la maturité nécessaire pour gérer une telle crise. Et plutôt que de la gérer avec calme et modération, ils vont se laisser entraîner dans un discours nationaliste qui est celui des partis qui sont en train de monter vers le pouvoir à partir de 88-89, qui tiennent des discours souvent assez intolérants, qui ne sont certainement pas ceux de la population géorgienne, du peuple géorgien. Il n'empêche que lorsque celui qui va devenir le premier président de la Géorgie indépendante, Ziad Gamsakhoudyan, tient certains discours, c'est au nom de la nation géorgienne qu'il les tient, aux yeux des Aprazes, aux yeux des Ossètes et de quelques autres. On entre à ce moment-là dans une période de grande tension. Elle est perceptible surtout en Abkhazie. En 89, on relève les premiers morts. Et au cours des années qui suivent, plus personne n'est capable de gérer cette crise.
je dirais, de gérer une crise dans laquelle Moscou, il faut être honnête, ne joue plus un très grand rôle parce que Moscou est hors course, parce que Moscou est totalement déboussolé par ce qui est en train de se passer, en particulier au Caucase. La Géorgie a été totalement déstabilisée à la suite du 9 avril 89, qui a vu une répression extrêmement violente d'une manifestation nationaliste, une vingtaine de morts. La Géorgie va s'engouffrer dans un long tunnel qui va aboutir, qui va déboucher sur un peu de lumière au début des années 90, en 92-93. La Géorgie entre dans une période extrêmement difficile pour elle-même et bien entendu pour les régions qui sont en train de tenter de sortir, sinon la Géorgie, du moins d'obtenir plus d'autonomie. Les Géorgiens ne sont pas capables à ce moment-là de répondre à la demande et les autorités géorgiennes vont plutôt que d'écouter, répondre avec des formes d'agressivité. Gamzat Khourdia n'a pas les capacités, c'est une évidence, n'a pas les capacités de gérer une crise de cet acabit. Au cours des années 90, en 92, Shevardnadze revient en Géorgie. Le retour de Shevardnadze, c'est le retour d'une certaine stabilité. À quel prix? C'est une autre histoire. En 92, tout est gâché avec l'Abkhazie, dans la mesure où les troupes géorgiennes, ce n'est pas une armée classique, c'est des troupes, c'est des sortes d'armées privées qui se sont proclamées armées géorgiennes, entrent en Abkhazie, ils commettent un certain nombre d'exactions, et à partir de là commence une guerre qui va durer plus d'1 an et qui va déboucher sur une tragédie à la fin septembre 1993, lorsque plus de 200 000 Géorgiens sont obligés de quitter l'Abkhazie. Doit-on parler de purification ethnique? Oui, d'une certaine manière. Les Géorgiens, mais aussi beaucoup d'autres. À ce moment-là, l'Abkhazie se vide, la Géorgie perd ce territoire. Quant à l'Ossétie, elle lui échappe en bonne partie. Ceci étant dit, à la différence de l'Abkhazie, l'Ossétie continue à entretenir des liens réellement organiques avec le reste de la Géorgie. On circule, on trafique beaucoup, mais le commerce entretient, je dirais, les relations. Cela va durer jusqu'en 2003, jusqu'à la Révolution des Roses. Je dirais que pendant toutes ces années, le pouvoir géorgien n'a pas la capacité de proposer une solution. Je crois que c'est une incapacité politique. Je crois que les élites politiques géorgiennes de cette période sont dans une telle situation, dans un tel vide conceptuel, dans un tel vide politique, que personne n'ose proposer une solution de sortie, en particulier à l'Ossétie. Je crois que l'Ossétie était encore largement récupérable. L'Abkhazie est un autre problème. Lorsque Mikhail Saakashvili arrive au pouvoir, je considère qu'il avait de grandes possibilités, non pas de gagner la paix, mais de proposer des solutions dans la mesure où sa popularité était immense, qu'il arrivait sur un champ de ruines et que tout était à rebâtir. Pendant quelques mois, on peut se poser la question de savoir vers où va la Géorgie. Au cours de l'été, une première réponse est donnée lorsque les Géorgiens tentent très maladroitement de récupérer militairement l'Ossétie. C'est un fiasco parce que les Géorgiens ne sont pas prêts. Par ailleurs, les rapports avec l'Ossétie deviennent extrêmement difficiles dans la mesure où Mikhail Saakashvili, qui a décidé de lutter contre la corruption, bloque tous les rapports commerciaux entre guillemets qui existaient entre l'Ossétie et la Géorgie, énormément de trafic qui enrichissait les deux parties, si j'ose dire, les élites des deux parties. Cela, d'un point de vue purement moral, est certainement appréciable. D'un point de vue politique, je pense que c'était catastrophique dans la mesure où ce commerce, même sale, permettait malgré tout aux deux parties d'entretenir des rapports, sinon normaux, du moins soutenus. Est-ce que peut-être on peut... Oui. Je vous laisse peut-être conclure, mais est-ce qu'on pourrait peut-être aborder la crise avec Madame Lenoir qui était sur place? Oui. Non, mais j'y arrive. Oui, je vous en prie. J'y arrive. Non, moi je ne vais pas couvrir
le 7 et le 8 août. Mais j'y arrive tout simplement. Non, ce que je veux dire tout simplement, c'est que des deux côtés, du côté ossète, il est évident que les élites, entre guillemets, politiques ossètes, Kokoïté, etc., le président actuel de l'Ossétie du Sud, n'ont aucun intérêt à arriver à un compromis avec Tbilissi. C'est une évidence, tout simplement, pour elles, pour ces élites, il s'agit de tenir le pouvoir, de le conserver. Le problème, c'est que les autorités géorgiennes, tout au long de ces années, sauf au cours des derniers mois, n'ont pas fait de propositions vraiment alléchantes, n'ont pas osé avancer, je dirais, vers une solution qui tienne compte de l'existence de ce territoire. On peut considérer que l'Ossétie du Sud, ça n'a pas grand sens, ça existe, c'est comme ça. Moscou l'a mise en place, et cette Ossétie du Sud existe, et dans la tête de beaucoup d'Ossètes, c'est une réalité dont il faut tenir compte. Et la Géorgie a eu énormément de mal tout au long des années, sauf ces derniers mois, lorsque la Géorgie fait des avancées, il est trop tard, il est évident que les élites ossètes ne veulent plus prendre langue avec Tbilissi. Je crois qu'énormément de temps a été perdu, c'est un immense gâchis, c'est tragique. C'est bien entendu la conséquence tragique d'une histoire longue. Il n'empêche qu'aujourd'hui, il faut en payer le prix. Voilà, alors le prix, on peut peut-être voir avec vous, Gwenaël Lenoir, vous êtes grand reporter à France 3, vous rentrez à peine de Géorgie, je crois que vous étiez déjà là-bas au mois d'août. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez vu sur place ? Oui, alors absolument, j'ai été envoyée en Géorgie au début du conflit du mois d'août. J'y ai passé une petite quinzaine de jours et j'y suis retournée donc très récemment, je viens de rentrer. Donc au mois d'août, nous ne sommes pas arrivés le 7 ni le 8 août. C'était trop tôt. Ensuite, il y avait des difficultés de circulation importantes puisque l'aéroport de Tbilissi a fini par fermer. Donc on a mis quand même 2-3 jours avant d'arriver. Nous sommes arrivés le 11 août. 11 août à Tbilissi, et évidemment nous sommes immédiatement allés là où se focalisait le conflit, c'est-à-dire aux alentours de la ville de Gori, qui est une ville au nord-ouest de Tbilissi, qui est à une vingtaine de kilomètres au sud de la frontière administrative avec l'Ossétie du Sud. Donc déjà à ce moment-là, l'armée géorgienne s'est retirée d'Ossétie du Sud le 11 août, et elle est en fait cantonnée dans et autour de Gori. Bon, la première chose qui nous frappe, c'est Gori, une ville complètement désertée, ou quasiment désertée par ses habitants. C'est à peu près 50 000 habitants, il me semble. Et on croise de très très rares personnes, essentiellement des personnes âgées. Et puis, soudainement, la déroute de l'armée géorgienne. Mais de façon extrêmement soudaine. Les chars partent à toute allure. Nous les suivons. Sur la route, des fantassins géorgiens tirent en l'air et dans l'asphalte pour arrêter le moindre véhicule circulant encore et pouvoir s'enfuir. Et on a un sentiment d'immense panique. Et ce sentiment, on le retrouve aussi à Tbilissi parmi la population civile. Quand on arrive à Tbilissi, les queues commencent à se former devant les stations d'essence et les gens font le plein pour partir, fuir. C'est-à-dire que la population est absolument persuadée que les Russes seront là dans les 3 heures qui viennent, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup frappé, qui a duré quelques jours, quand même. Il y a eu des moments de panique, parce qu'il y a évidemment dans ce genre de situation des rumeurs souvent plus folles les unes que les autres. Donc, on entendait dire dans la rue à Tbilissi, les Russes sont à 30 km. Bon, ils n'étaient pas à 30 km, pas encore. Ils sont arrivés jusqu'à 30 km de Tbilissi, mais à ce moment-là, ils étaient à 60 km. Et malgré les démentis du gouvernement qui faisait très souvent des flashs à la télévision, les gens continuaient à être vraiment très inquiets. Donc ça c'est le début, c'est les premiers jours. Ensuite, la situation s'est calmée. En tout cas, Tbilissi est revenue à une vie normale. Alors, nous avons donc Gori à ce moment-là est sous contrôle russe. Nous, en tant que journalistes, notre but, c'est de rentrer
dans la zone qui est située entre les checkpoints russes, donc autour de Gori, et l'Ossétie du Sud, puisqu'on entend encore une fois énormément de rumeurs. On parle d'exactions importantes, de pillages, d'incendies, d'épuration ethnique, etc. Donc, nous, notre rôle, c'est d'essayer de vérifier par nous-mêmes ce qu'il en est. Au mois d'août, on a réussi à rentrer une fois, franchir un checkpoint russe, ou un checkpoint quelconque d'ailleurs, de toute façon, n'importe où dans le monde, c'est pas évident. Donc on a réussi à rentrer une fois avec le premier convoi humanitaire géorgien dans cette zone. Alors, ce qu'on a constaté, on a pénétré à cet endroit-là, cette zone fait à une profondeur d'environ 15 km. Ce qu'on a constaté, ce sont des maisons incendiées, des villages déserts. Et plus on s'approchait de l'Ossétie du Sud, plus le nombre de maisons incendiées et pillées était important, moins les villages étaient habités. Je me souviens aussi de troupeaux d'animaux, de bétail errant dans les rues, et d'une population tout à fait terrorisée. Nous sommes retournés dans cette zone est devenue en fait, une fois que le conflit a été gelé, cette zone est devenue ce que les Européens par exemple appellent zone adjacente à l'Ossétie du Sud, les Russes zone de sécurité. Nous, zone tampon, c'est-à-dire une zone sous contrôle russe. Oui, je précise quand même que les exactions, selon les témoignages des habitants, les exactions et les incendies de maisons n'ont pas été commises par les soldats russes, mais par les miliciens. Les gens sur place parlent de miliciens ossètes, tchétchènes, cosaques. Ce sont les trois mots qui nous ont été cités. Donc en fait, ce sont des paramilitaires qui ont eu dans cette zone de non-droit tout loisir de faire ce qu'ils voulaient faire. Il est clair que les Russes ne les ont pas empêchés, mais ce ne sont pas les soldats russes qui ont commis ces exactions. Donc nous y sommes retournés 2 fois cette fois-ci, début octobre. Nous avons réussi à approcher plus près encore de Trin Valley. Nous avons constaté la même chose qu'au mois d'août, c'est-à-dire des villages encore très très peu habités. Nous avons pu constater qu'effectivement des exactions avaient été commises à assez large échelle, très près de la frontière administrative avec l'Ossétie du Sud. Les habitants nous ont raconté cette fois-ci que les paramilitaires ossètes étaient toujours présents dans cette zone, donc une zone de 2 km à peu près avant la frontière administrative. Et ce qui est frappant aussi, c'est qu'il y avait une immense attente de la part de ces populations vis-à-vis des observateurs européens. Pourquoi ? Parce que l'arrivée des observateurs européens signifiait le déclenchement de la... Excusez-moi, ça me vient en anglais, de la deadline pour les Russes qui donc doivent quitter cette zone avant le 10 octobre. Donc les gens étaient très impatients de voir ces observateurs européens arriver, d'autant plus que observateurs européens, ça veut dire dans la foulée police géorgienne. Et donc retour à un état de droit, en fait, retour à un minimum de sécurité. Les gens se sentent totalement dans une insécurité complète. Alors les observateurs européens, on a réussi à les suivre jusqu'à un checkpoint russe avant de rentrer dans cette zone tampon. Ensuite, on les a perdus parce que on n'a pas eu le droit de passer. Finalement, après de longues négociations assez épiques avec les officiers russes, on a réussi à passer et on a retrouvé ces observateurs européens dès le premier jour, en tout cas la patrouille avec laquelle on était censé travailler. Dès le premier jour, les observateurs, ceux-là en tout cas, des gendarmes français, sont allés jusqu'à la frontière administrative avec l'Ossétie du Sud et ont effectivement commencé à constater notamment les destructions, les incendies, le traumatisme des populations civiles vivant dans cette zone et leurs besoins. Ils sont énormément, évidemment, des besoins de reconstruction, bien sûr, des besoins de sécurité, aussi des besoins de déminage. Parce qu'un des gros problèmes de cette zone, qui est habitée donc par des paysans, c'est que les champs sont pleins de munitions non explosées, dont des missiles grades, et énormément de ce qu'on appelle en anglais des cluster bombs, c'est-à-dire les petites munitions qui sont dans les bombes à fragmentation. Je suis désolée.
Pardon. Donc ça va être une des urgences pour les paysans de cette zone, puisque déjà ils ont perdu toute leur récolte de l'été. C'est une zone qui est une zone de verger énormément. Donc ils ont déjà quasiment perdu toute la récolte de pêche, de pommes, etc. Mais en plus, pour qu'ils puissent avoir la récolte de l'année prochaine, il faut qu'ils commencent à travailler dans les semaines qui viennent, quoi. Il y a vraiment une urgence. Alors, autre problème, c'est le problème des réfugiés, parce que comme vous l'avez dit, il y a déjà eu 200 000 réfugiés en provenance d'Abkhazie au début des années 90. Pendant cette guerre du mois d'août, cette guerre éclair, selon les chiffres du Haut-Commissariat aux réfugiés, il y a eu près de 120 000 nouveaux réfugiés, venant essentiellement d'Ossétie du Sud cette fois-ci. Aujourd'hui, selon la commission parlementaire géorgienne chargée de ce problème des réfugiés, il en reste 60 000. Donc c'est assez énorme, parce que la Géorgie, c'est 4 millions d'habitants. Donc ça veut dire qu'au plus fort de la crise du mois d'août, il y avait 10% de la population géorgienne qui était, non pas réfugiée, j'utilise un terme impropre, déplacée. Bon, on en est un peu moins maintenant, puisque près de la moitié des déplacés ont pu regagner leur village. Bah, c'est essentiellement la ville de Gori d'ailleurs, mais ça reste quand même un problème absolument central pour le gouvernement, parce que ça pèse très lourd sur la société. Ça a eu beaucoup d'impact sur la société civile, et donc ça crée aussi un problème politique, forcément, par définition. Donc, sur ces 60 000 réfugiés, à peu près 45 000 personnes, un petit peu moins, qui habitent cette zone de sécurité, cette zone tampon, donc qui rentreront dans les prochains jours chez eux, puisque les Russes semblent effectivement vraiment prêts à se retirer avant le 10 octobre. En revanche, il y a à peu près 15 000 personnes qui sont originaires de villages situés en Ossétie du Sud. Pour certains, ces villages ont été totalement rasés. Et de toute façon, les autorités ossètes ne sont absolument pas prêtes, me semble-t-il, en tout cas, à rouvrir cette frontière administrative. D'ailleurs, en passant selon des organisations géorgiennes de droits de l'homme, il y a des signes d'épuration ethnique. C'est-à-dire que certains villages ont été soit mixtes, d'Ossétie du Sud, soit mixtes ossètes géorgiens, ont été vidés de leurs habitants géorgiens, et des villages géorgiens ont été entièrement rayés de la carte, détruits. Donc voilà, ça c'est les. Alors juste concernant les réfugiés, le gouvernement géorgien a mis en place un plan de construction de maisons, 6 000 maisons. Les constructions ont commencé il y a une quinzaine de jours à peu près, à différents endroits autour de l'Ossétie du Sud, assez proche de l'Ossétie du Sud. Et les premières maisons devraient être livrées mi-novembre. Parce que là aussi, il y a une urgence climatique. C'est que pour l'instant, il y a beaucoup de réfugiés qui sont sous des tentes montées par le HCR, le CICR, etc. Et c'est quand même, avec les pluies qui arrivent et le froid qui arrive, c'est quand même assez inconfortable. Donc voilà, c'est à peu près le point que je pouvais vous faire, un point très concret vraiment de terrain. Daniel Lenoir, je peux vous demander quels étaient vos rapports avec les autorités, avec les autorités géorgiennes et les forces russes dans la zone tampon? Alors les rapports avec les autorités géorgiennes, alors je tiens à préciser qu'on n'a pas du tout été, notre travail n'a pas du tout été entravé par les autorités géorgiennes. On a juste eu à démêler le vrai du faux. D'une part, comme je vous le disais, il y a eu énormément de rumeurs il fallait vraiment aller sur place pour vérifier la réalité des informations qui nous étaient données, que ce soit par le gouvernement ou par la rumeur publique. Un exemple, un jour nous étions coincés à un barrage géorgien, puisque en fait les Russes étaient à ce moment-là à une quarantaine de kilomètres de Tbilissi. C'était leur premier barrage en allant vers Gori. Et les autorités, enfin la police géorgienne, parfois empêchait les journalistes de passer. J'imagine que c'est coordonné plus ou moins avec les Russes. Il n'y a plus de son, je crois. Est-ce que peut-être on peut faire venir quelqu'un pour
Ces leçons. Je propose peut-être qu'on discute avec vous, Sylvia Serrano. D'ici là, on reviendra à vous, Gwenaëlle, quand vous aurez retrouvé la voix. Vous êtes maître de conférence à l'Université d'Auvergne, vous êtes spécialiste des sciences politiques de cette région. Est-ce que vous voulez rebondir peut-être sur ce qu'elle disait? Je précise peut-être que vous êtes l'auteur d'un livre tout à fait d'actualité qui a été publié l'année dernière. Il s'agit de Géorgie, sortie d'Empire, qui a été publié donc en 2007 aux éditions du CNRS. Donc je vous en prie. Je ne sais pas si Gwenaëlle a retrouvé la voix ou pas. Non, toujours pas. Toujours pas, parce qu'en fait, on était, je crois, ensemble à ce checkpoint. Et donc, l'histoire, c'est qu'effectivement, il y a eu des rumeurs qui ont couru, selon lesquelles il y aurait des exactions commises par des soldats russes qui auraient revêtu des uniformes géorgiens. Et finalement, quand on a pu passer, on s'est rendu dans cette ville de Caspi et on s'est rendu compte que la situation était heureusement cette fois-ci tout à fait normale. Et peut-être aussi pour rebondir sur ce que vous avez dit et sur cette espèce de panique qui avait saisi Tbilissi le 11, vous avez parlé de la déroute de l'armée géorgienne. On avait effectivement l'impression qu'en plus de cette déroute de l'armée, il y avait une véritable déroute des autorités géorgiennes, des autorités politiques. Le pays ressemblait vraiment à un bâtiment sans pilote. Ce jour-là, la panique, elle a été provoquée par le fait que, enfin, il y avait déjà un mouvement de panique, mais il a été renforcé par le fait que Mikhail Saakashvili est intervenu en disant que non, les Russes n'étaient pas en train de s'approcher de Tbilissi et que le jour, de toute manière, où ils rentreraient à Tbilissi, eh bien, la population serait avertie 12 heures à l'avance. Donc, évidemment, c'est à ce moment-là que les gens ont commencé à faire la queue devant les stations-service et prendre leur voiture pour s'enfuir vers l'est du pays. En fait, quand on m'a demandé d'intervenir, je dois dire que j'étais heureusement surprise de voir que pour une fois, on ne se contentait pas de mettre les projecteurs sur la Géorgie, mais qu'on rappelait l'ensemble du Caucase et notamment la Tchétchénie. Oui. Parce qu'on a bien souvent tendance à ce qu'un événement fasse oublier les événements précédents. Et là, le contraste est tout à fait frappant entre la façon dont a été couvert le conflit géorgien et la façon dont la guerre, au contraire, en Tchétchénie, a été très largement délaissée, a laissé les opinions publiques et la communauté internationale parfaitement indifférente, alors qu'il y a un déséquilibre énorme, puisque la guerre en Tchétchénie a duré plus de 10 ans, qu'elle a fait des dizaines, voire des centaines de milliers de victimes, et que, heureusement, on n'en est pas là en Géorgie, bien évidemment. Alors ça nous dit évidemment beaucoup de choses sur la façon dont un conflit émerge ou non en enjeu international. Oui, je me permets de vous interrompre. J'ai lu que vous aviez prédit dans un entretien que vous avez accordé que la situation en Tchétchénie risquait d'avoir des conséquences sur la Géorgie. Oui, alors ça s'est avéré. C'est-à-dire qu'il y a effectivement la situation, le Caucase constitue tellement un système de sécurité qu'un foyer de déstabilisation au long terme dans l'une des régions ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur les autres régions. Et c'est ce que l'on voit aujourd'hui, puisque non seulement il y a des Tchétchènes qui avaient combattu, Charles Hurievitch rappelait l'histoire des conflits, notamment de ceux du début des années 1990. Des Tchétchènes avaient alors combattu aux côtés des Aprazes contre les Géorgiens. Oui. Les Ossètes, non, parce qu'en réalité, à cette époque-là, les Tchétchènes et les Ingouches, plus spécifiquement les Ingouches, étaient eux-mêmes en conflit avec les Ossètes du Nord. Mais enfin, néanmoins, on est dans des interactions extrêmement fortes. Et ce qu'évoquait également Gwenaëlle Lenoir-là est également important, parce que si tous ces paramilitaires ont pu commettre ces exactions dans ces zones tampons, c'est parce qu'ils ont été armés pendant des années, et notamment parce qu'ils ont été armés
en raison du conflit tchétchène. Conflit tchétchène auquel d'ailleurs de très nombreux d'entre eux ont participé, qu'il s'agisse des soldats russes qui étaient présents en Géorgie ou qu'il s'agisse des paramilitaires qui sont venus accompagner l'armée russe. Donc on voit bien qu'il ne peut pas y avoir impunément une guerre sur une dizaine d'années de cette violence avec les destructions, pas simplement physiques, matérielles, mais également les destructions à tout le tissu social de la région sans que finalement les pays voisins n'en soient affectés. Alors, peut-être justement là-dessus, d'ailleurs, on voit également à l'échelle caucasienne, on voit aujourd'hui les conséquences de ce que sont ce conflit. Je crois que si les autorités russes ont pris la décision d'intervenir en Géorgie et surtout si elles ont pris la décision de reconnaître les indépendances de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud, ce qui est une modification extrêmement importante de la stratégie russe, pas simplement dans la région mais à l'échelle internationale, puisque auparavant les autorités russes étaient au contraire toujours attachées au principe de la souveraineté des États et c'était la position qu'ils défendaient dans les Balkans notamment. Donc là on a une modification assez fondamentale de la position russe. Je crois que si Moscou a pris cette décision, c'est parce que l'analyse qui était faite de Moscou et qu'il n'y avait plus de risque de séparatisme au Caucase du Nord. Ça, je pense que si Moscou avait pu craindre que les Tchétchènes puissent encore mettre en avant des revendications séparatistes, il n'aurait jamais pris le risque de reconnaître l'indépendance de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud. Donc pour Moscou, de ce point de vue, la question en termes politiques, elle est réglée. Mais cela ne signifie absolument pas que la situation au Caucase du Nord se soit stabilisée. Et bien au contraire, ce qu'on voit, c'est que la violence au Caucase du Nord reste extrêmement forte et qu'elle a été encore plus forte du fait de la guerre en Géorgie. Tous les observateurs montrent une activisation des combats en Ingouchie, en Tchétchénie, une aggravation de la situation également au Daghestan depuis août de cette année. Donc, entre les conséquences en termes de revendications séparatistes à court terme et les conséquences à moyen terme en termes d'instabilité générale, il y a là vraiment quelque chose de tout à fait différent et personne ne peut aujourd'hui mesurer dans quelle mesure le conflit géorgien va permettre de remobiliser des forces de contestation au Caucase du Nord, forces de contestation qui ne seront pas nécessairement sous la bannière séparatiste, mais qui peuvent adopter d'autres stratégies qui peuvent être extrêmement dangereuses. Alors elles peuvent être extrêmement dangereuses, d'autant qu'aujourd'hui on observe au Caucase du Nord une redéfinition des alliances. Donc les équilibres sont très précaires et jusqu'à présent, l'une des conséquences de la répression en Tchétchénie avait été d'instaurer un équilibre de la terreur qui faisait que les différents présidents des républiques autonomes du Caucase du Nord préféraient faire allégeance à Moscou, quitte à promouvoir en interne un certain nombre de revendications à de l'autonomie culturelle, etc. Or, aujourd'hui, on voit que certaines républiques autonomes du Caucase du Nord se sentent confortées dans cette stratégie d'allégeance. Et c'est le cas notamment de l'Ossétie du Nord, bien évidemment, au détriment d'un certain nombre d'autres entités administratives, et notamment au détriment de l'Ingouchie et de la Tchétchénie. Donc aujourd'hui, un des commentaires que l'on entend de plus en plus souvent au Caucase du Nord, c'est de dire finalement, Moscou choisit de soutenir les Ossètes, et notamment parce qu'ils sont orthodoxes comme les Russes. Or, on est dans un contexte de montée du radicalisme, notamment islamisme, c'est-à-dire que les mouvements indépendantistes des années 90, voyant l'échec de ce type de mobilisation, ont eu tendance à se convertir en islamisme, et ces recompositions qui font suite à la guerre en Tchétchénie peuvent avoir des conséquences importantes parce qu'elles risquent d'encourager ces tendances. Pour ce qui est de la Géorgie elle-même, à court terme, il est extrêmement difficile de dégager
des perspectives, puisque on ne sait pas très bien encore si le retrait des troupes russes sera effectif ou non. On ne sait pas très bien ce qui pourrait se passer si jamais des observateurs européens se trouvaient confrontés à des provocations de la part des paramilitaires. On est dans un contexte, là encore, qui reste extrêmement fragile. Il y a eu plusieurs attentats à Tryn Valley, près de l'Abkhazie, ces derniers temps. Il y a des victimes quasiment quotidiennement. Donc on n'est vraiment pas sorti de la phase chaude du conflit. Je voulais rebondir sur ce que disait Charles Hurrievich et sur la façon dont ce conflit de Sétie du Sud, les conflits d'Abkhazie ne sont pas des conflits ethniques, mais ce sont des conflits qui portent sur le territoire et qui portent sur le tracé des frontières. Charles Hurrievich rappelait l'histoire de la formation de ces autonomies administratives et effectivement on se rend compte qu'il n'y a eu de conflit que dans les cas où des minorités se trouvaient pourvues d'autonomie administrative. Les populations au Caucase sont extrêmement imbriquées, mais dans tous les cas où les minorités n'avaient pas cette autonomie administrative, n'avaient pas un statut spécifique, il y a pu certes y avoir des tensions, mais ces tensions n'ont jamais dégénéré en conflit armé. Donc la question, elle est vraiment une question de frontières liées à l'établissement et à l'affirmation d'États indépendants, souverains, que rien historiquement ne prédisposait à avoir des frontières fixes, tracées et définies de manière très stricte, comme sont les frontières des États modernes. Alors ça s'applique au premier chef à la Russie. La Russie doit, on le voit aujourd'hui, si elle est tellement sensible à la question du tracé des frontières, c'est parce que la Russie a une tradition impériale, mais qu'elle n'a jamais été un État dans le sens où le sont les États modernes aujourd'hui. Et ce travail de constitution d'un territoire étatique qui soit pas un territoire purement impérial avec des marges qu'elle contrôle plus ou moins par des mécanismes de cooptation ou de délégation, comme on le voit aujourd'hui auprès de ces milices paramilitaires, mais la constitution vraiment d'un territoire souverain avec des frontières délimitées. La Russie est dans ce processus depuis l'effondrement de l'Union soviétique. Or, c'est un processus extrêmement complexe pour elle, parce que, à la différence, si vous voulez, de ce qu'ont pu être les empires coloniaux à l'européenne, il y avait un continuum entre la métropole et les colonies, et du coup, on ne sait pas très bien ce qui est la métropole et ce qui est les colonies. Il n'y a pas une Méditerranée qui vient séparer la métropole des anciennes colonies. Et pour la Russie, c'est un enjeu important de savoir où s'arrêtent les frontières de la Russie. Et le conflit de cet été s'explique aussi à l'aune de cette difficulté de la Russie à abandonner son passé impérial, y compris en termes de délimitation des frontières. Alors du coup, évidemment, on peut s'inquiéter sur ce que cela signifie pour les autres frontières de la Russie. Et notamment, on a beaucoup parlé de la possibilité de mettre en cause éventuellement les frontières avec l'Ukraine, en revendiquant par exemple la Crimée. Je crois que le problème, effectivement, il se pose parce que la Crimée est effectivement une région qui, dans la conscience d'une grande partie de la population, est effectivement perçue comme une région russe. Et puis, la Russie a un atout énorme, atout qu'elle avait également en Abkhazie et en Ossétie du Sud, à savoir une part importante des populations souhaitent de fait appartenir à la Russie. Et je crois que si les populations locales ne voulaient pas d'une intégration à la Russie, il serait beaucoup plus difficile pour Moscou de se lancer dans une politique d'annexion, comme on le voit à l'œuvre aujourd'hui. Alors je ne pense pas du tout que Moscou ait les capacités de s'engager dans un conflit armé avec l'Ukraine. Évidemment, la situation est très différente. Mais néanmoins, de s'engager dans une politique de mise en cause des frontières
je crois que le risque est effectivement grand et qu'il peut avoir des conséquences importantes. Je m'adresse à vous, Monsieur Eurgevitz. On a évoqué le fait que la Géorgie était un condensé des différentes forces en présence, enfin, des puissances et de leurs intérêts stratégiques dans le Caucase. Madame Serrano évoque l'Ukraine. On sait que l'Ukraine a des velléités d'entrer dans l'OTAN et on voit que peut-être le gouvernement ukrainien, pardon, les autorités ukrainiennes. Vous évoquiez aussi la maturité du gouvernement géorgien. Est-ce qu'on assiste à une réaction de Moscou en ce moment? Je crois qu'il est clair, on ne l'a pas évoqué parce que ça nous semblait tellement évident, ni Sylvia ni moi, que la question de l'OTAN a joué un rôle tout à fait important, peut-être pas essentiel, on ne va pas ici chipoter, début août. Il est clair que Moscou a considéré la velléité des Géorgiens d'entrer dans l'OTAN comme une véritable provocation. On peut se poser d'ailleurs toute une série de questions, mais est-ce le lieu, a-t-on le temps, toute une série de questions sur la politique telle qu'elle a été pensée par les responsables géorgiens, les rapports avec la Russie. On ne va pas revenir au XIXe siècle, on pourrait revenir à l'année 2006, une période de grande tension, lorsque les Géorgiens arrêtent 5 officiers russes, si je me souviens bien, 5, peu importe, 4 ou 5, je crois que c'est 5, qui sont accusés d'espionnage, peut-être étaient-ils des espions d'ailleurs, peu importe. Je crois que ce qui s'est passé au cours de ces quelques jours a singulièrement pourri les rapports entre les deux pays. Les autorités géorgiennes ont voulu établir un rapport de force avec Moscou. On a humilié Moscou de manière tout à fait évidente, à un prix, et cela a eu un prix très lourd, puisque Moscou a fermé ses frontières aux produits géorgiens. Et lorsqu'on circule, l'année dernière, il y a un an, je circulais en Kakhétie, c'est-à-dire une terre qui produit des vins excellents, on se rend compte de la catastrophe que cela peut représenter pour un pays de viticulteurs, ce pays de viticulteurs qu'est la Géorgie. Bien, des rapports donc très difficiles avec Moscou, des rapports très difficiles avec Poutine. Alors la question ici n'est pas de savoir si la Russie est bonne ou mauvaise. Oui, elle est méchante, pourra-t-on dire tous ensemble. La question n'est pas là. La question est de savoir comment les autorités géorgiennes ont mené le jeu. Alors voilà, justement, et je crois qu'il y a l'opposition qui demande d'ailleurs une enquête à présent. Oui, je crois qu'il faut remonter avant même le 7 août. Je crois qu'il y a eu, du côté de Tbilissi, une volonté de rupture avec la Russie. Alors qu'on peut comprendre, je dirais, du point de vue d'un Géorgien qui considère que depuis 2 siècles, son pays est humilié et que son pays depuis... Bon, il y a tout un discours qu'on peut entendre dans de nombreux autres pays qui ont connu une domination étrangère longue. Ceci étant dit, il est évident que la politique, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe, que les rapports avec la Russie doivent être établis en partant d'un certain nombre de réalités qui sont une longue frontière avec ce pays, le fait que plus d'1 million de Géorgiens vivent de l'autre côté, c'est-à-dire en Russie, et que la Russie continue, quoi qu'il soit, d'être, jusqu'à présent, pour combien de temps, c'est une autre histoire, le débouché naturel de beaucoup de produits géorgiens. Bien. On a l'impression que les responsables géorgiens n'ont pas réellement pris la mesure d'un certain nombre de problèmes. Alors la question de l'OTAN est une question, là encore, que nous n'avons pas à juger d'un point de vue moral. Bien entendu, les Géorgiens ont le droit de vouloir entrer dans l'OTAN. Toute la question est de savoir ce que cela peut représenter pour la Russie qui voit sur ses frontières un pays supplémentaire entrer dans une alliance qu'elle considère comme hostile. Là encore, on peut longuement réfléchir sur la question de savoir si l'OTAN est hostile à la Russie ou pas, peu importe. Oui. Il nous reste 3 minutes. Je voulais vous demander, Madame Serrano, vous évoquiez la Tchétchénie, l'avenir du Caucase plus généralement. Je me permets de revenir vers cette question qui était le thème de la soirée. Comment est-ce que vous l'envisagez? À quoi joue Moscou? Quel est le rôle des Occidentaux? Alors c'est peut-être un peu difficile, mais c'est un peu...
peu large? Je crois qu'en tout cas, bon, on est de toute manière dans une conjoncture internationale aujourd'hui extrêmement indécise. On en parlait tout à l'heure, la crise financière aura nécessairement des conséquences, y compris sur le Caucase. Il y a un engagement financier, par exemple, de la part des États-Unis en faveur de la Géorgie. Que restera-t-il de cet engagement financier dans quelques mois? Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de points d'interrogation. En revanche, ce qui est clair, c'est que les peuples du Caucase, que ce soit les Géorgiens, que ce soit d'autres peuples, parce que leur histoire est une histoire compliquée, recherchent avant tout des garanties de sécurité qu'ils voient comme une garantie de survie. Or, en Géorgie, à chaque fois que les autorités ont joué la carte de la Russie, elles ont été flouées. Et c'est la raison pour laquelle les Géorgiens ont cherché d'autres patronages, et notamment l'OTAN. Et au-delà de l'OTAN, les États-Unis et dans une moindre mesure l'Europe. Or aujourd'hui, indéniablement, les Américains sont discrédités. Ils sont discrédités parce qu'en dépit du soutien affiché à la Géorgie, ils n'ont pas pu empêcher l'attaque de la Russie, qui était ce que craignait avant tout Tbilissi. Les Européens sont également discrédités, on le mesure peut-être moins aujourd'hui parce qu'il y a un activisme européen beaucoup plus visible et important que celui des Américains. Mais néanmoins, il y a aussi un discrédit européen très important dans la région et cela pèsera sur les évolutions à moyen terme. D'accord. Je vais remercier les conférenciers Charles Urgevitz, Gwenaëlle Lenoir et Sylvia Serrano pour la richesse et la qualité de leur exposé. Le moment est venu de quitter nos téléspectateurs de KTO, de rendre l'antenne. Donc je leur donne rendez-vous mardi prochain, donc pour le prochain mardi des Bernardins, pour un débat qui sera consacré cette fois à l'économie sociale des marchés.